Archives mémorielles d'Alpharius. Horus fut le premier primarque retrouvé. Il fut découvert sur Ctonia, 3 ans à peine après le début de la Grande Croisade. Toutes les archives sont concordantes sur ce point. Et toutes les archives mentent. Ou, pour être équitable, disons que les archives rapportent ce qui paraissait être la vérité pour ceux qui les ont compilées. Croyez-vous vraiment que mon père, l'empereur, qui avait perdu ses plus grandioses créations à cause des intrigues de ses ennemis, aurait fêté aussi bruyamment et aussi triomphalement la redécouverte de la première ? Cela n'aurait fait qu'inciter à une nouvelle attaque, et mon père aurait alors perdu, pour de bon cette fois, ce qui aurait pu être le seul primarque jamais retrouvé. Non, mon père était plus avisé que cela. J'étais un coup de chance, l'unique vestige de sa grande œuvre, arraché à l'abîme de l'échec. Horus fut le premier indice que d'autres pouvaient être en vie quelque part dans la galaxie, et c'est pourquoi on pouvait se permettre d'annoncer l'existence d'Horus. Il devint le point de ralliement, l'espoir glorieux de l'Imperium naissant, apparemment le premier fils de l'empereur à être retrouvé, et destiné à être le plus grand d'entre nous tous. Je n'aurais jamais pu jouer ce rôle de porte-étendard, mais il m'arrive de me demander à quel point cette responsabilité pèse sur les épaules de mon frère. Je l'ai bien sûr observé, cela sans même qu'il se doute que j'existe. Je n'étais pas pressé de me faire connaître, même quand Horus prit sa place aux côtés de notre père. Voyez-vous, j'avais été retrouvé assez tôt. Pratiquement tous mes frères, eux, étaient arrivés à maturité, quel que soit le sens à donner à ce terme pour des êtres tels que nous, avant que notre père nous réunisse. Nous, à savoir mon père, Malcador, Constantin Valdor et moi, ne savions pas dans quelle mesure le temps passé ailleurs les avait affectés. J'ai donc observé et évalué sans me révéler. Tel était mon rôle. Or, c'est ce que dit mon archive. Et toutes les archives mentent. Première partie. Dernier et premier. Découverte. Je ne me souviens pas de mes débuts. Même pour un être aussi inhabituel et remarquable que moi, il y a une époque antérieure à la raison. Ou peut-être qu'il n'y en a pas eu. Peut-être ai-je su qui et où j'étais dès ma création, mais que ce souvenir m'a été dérobé par les forces qui m'ont arraché au lieu censé m'abriter durant mon enfance. Aujourd'hui encore, il ne me reste guère que des impressions. Une stérilité éclatante de blancheur, une présence plus lumineuse que toute autre et dont le départ se traduisit par un sentiment de perte, et aussi un vacarme, un enchevêtrement de couleurs que je ne saurais moi-même pas décrire faute de vocabulaire, ainsi qu'un crissement tâtonnant, comme si des cerfs voulaient se saisir de moi, qui hante parfois mes songes jusqu'en ces derniers jours du 30e millénaire. Dans mon premier souvenir clairement défini, j'étais assis dans la poussière sous un ciel nocturne nuageux pris dans un vent mordant. Je ne savais ni où j'étais au juste, ni comment je m'étais retrouvé là, mais je connaissais mon nom. On me l'avait chuchoté à un moment ou à un autre. De cela au moins j'étais certain, et je me le suis répété pour la première fois. Je suis Alpharius. D'aucuns prêtent un pouvoir au nom. Le mien n'en a pas. Quand je le prononçais, je ne me sentais investi ni de confiance, ni de sentiment de rectitude. Mon nom n'est rien de plus qu'un outil, un identifiant, un point de départ à employer quand c'est utile et à délaisser dans le cas contraire. Pourtant, mon nom ne s'était-il pas retrouvé un but d'un certain pouvoir ? Or, c'est un pouvoir qui lui a été conféré par mes propres actes et par son instrumentalisation par d'autres. Seul, il n'est que syllabe. Comme tout concept, il n'a que la signification qu'on veut bien lui attribuer. Je ne savais rien de tout cela, alors que j'étais assis à éprouver mes premières pensées lucides. Je savais que le vent qui me fouettait était à plusieurs degrés en dessous du point de fusion de l'eau, et je percevais le goût des polluants artificiels qu'il transportait. Malgré les ténèbres, en regardant les nuages qui me surplombaient, je distinguais la signature caractéristique de leur composition chimique. Au loin, sur ma droite, se dressaient des pics dont les sommets étaient occultés par les nuages. Mais je savais aussi que le plateau où je me trouvais était à une altitude déjà élevée. Je pouvais humer la faible densité de l'air. J'ignorais comment je savais tout cela, ainsi que les critères qui me servaient de point de comparaison. Je savais seulement que c'était la vérité. Tout comme il est indéniable qu'au nord des lumières s'approchaient, je compris cela aussitôt, encore une fois sans pouvoir l'expliquer. Je compris que les lumières se trouvaient au nord par rapport à ma position, et que les montagnes étaient au sud. En cette occasion, pour la première fois de ma vie, je saisis le concept de menace.
Sans connaître la fonction des lumières, j'imaginais la possibilité qu'elles soient sous le contrôle de quelque volonté hostile, et j'évaluais ma situation. J'étais assis à côté d'une sorte d'épave de métal qui avait été soumise à rude épreuve. On voyait encore à l'intérieur cligner des voyants sur des instruments ésotériques, mais l'objet en soi semblait irréparable. De fait, je constatais qu'il était incomplet, qu'il manquait approximativement la moitié de ce qu'avait dû être sa forme originelle. Autour de moi, le sol était accidenté comme si la chose était tombée de très haut. Avec moi à son bord, elle était tombée du ciel et avait percuté le sol violemment. La chute, ou l'impact, ou les deux, avaient attiré l'attention. Ceux qui s'approchaient pouvaient être des secours ou des pillards. J'étais jeune et petit. Je reconnus, dans la chose près de moi, les restes de ce qui m'avait entouré dans les souvenirs confus et tourbillonnants qui résumaient ma vie avant ce moment. Il devait y avoir une raison pour laquelle je m'y étais trouvé, et le fait que je sois découvert, hors de ces restes disloqués, suggérait que je n'étais pas censé en être sorti si tôt. Il se pouvait que je sois vulnérable. Je me levai, et en cela mon corps m'obéit. J'observais les alentours en quête d'une arme improvisée, mais mes options s'annonçaient limitées. Le sol retourné ne recelait pas de pierres d'une taille appropriée, et l'objet de métal n'avait pas donné de fragments d'une longueur utilisable. En l'inspectant, je vis une inscription, 2 fois 2 traits croisés qui formaient un XX. Je négligeais ce détail dénué de pertinence pour moi en cet instant. Les lumières étaient toutes proches, et j'entendis malgré le vent le grondement mécanique d'un moteur. De plusieurs, à vrai dire. Il était temps pour moi de quitter les lieux. Je pourrais toujours observer les nouveaux venus d'un peu plus loin, et me présenter s'ils ne se montraient pas hostiles. Je me hissai hors de la tranchée creusée dans le sol par mon arrivée, et rampai jusqu'à l'éminence la plus proche. Franchissant son sommet à plat ventre, la peau plaquée contre la poussière, je me retournai pour regarder le lieu où j'avais pris conscience. 2 véhicules apparurent, lourds, chenillés, d'allure similaire sans être identiques, dont la peinture était décolorée par endroits ou dégradée ailleurs. Je reconnus l'effet du vent chargé de sable, celui de la rouille, et aussi celui d'armes à projectiles. Des portes s'ouvrirent, et de la lumière troua la nuit. 9 silhouettes débarquèrent analogues à moi-même par leur bipédie, mais je sus qu'il ne s'agissait pas de mes semblables. Leurs gestes étaient lents et maladroits, et elles étaient couvertes de vêtements pour se prémunir du froid, et peut-être d'autres dangers environnementaux. Toutes portaient d'épaisses lunettes protectrices et des masques a priori pour l'assistance respiratoire. J'inspirais moi-même en y prêtant attention pour la première fois. Mais si l'air était légèrement âcre, cela ne me posait aucun problème. Les silhouettes étaient armées de ce qui ressemblait à des lance-projectiles rudimentaires, du même genre que ceux qui avaient affecté leur transport. Mais faute d'avoir encore éprouvé ma résistance physique ou mes capacités de récupération, je demeurais aux aguets. Il ne m'échappa non plus que j'avais compris d'instinct la fonction de ces objets, tout comme j'avais compris le concept de menace. Et tout en observant leur déplacement, je percevais les angles qui auraient permis de s'approcher en restant hors de vue. Mon regard parcourait ce tableau, et mon cerveau fournissait le contexte. Arriver par le nord-ouest, se servir du véhicule de droite comme couvert, contourner l'avant du dit véhicule et attaquer par derrière l'arrivant le plus proche, se saisir du couteau à sa ceinture, lui trancher l'épine dorsale, le pousser contre son voisin, lancer le couteau contre celle qui boitille, prendre l'arme du suivant. Ce fut là, sur ce haut plateau, que je commençai à comprendre la raison de ma création. « Par tous les diables, qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda un individu penché sur l'épave. Je doute que ses compagnons aient pu l'entendre sans être tout proche, mais pour moi, tout était parfaitement audible depuis mon poste d'observation. « On dirait de la technologie impériale », dit la boiteuse en tendant la main prudemment. Elle s'abstint de toucher l'objet et regarda vers les montagnes méridionales comme si quelque châtiment pouvait se manifester. « Et tu es experte en techno impériale » ricana le premier. « Tu as déjà vu une chose pareille » demanda le deuxième. « Je ne reconnais aucun composant. »« Si un truc impérial s'écraserait par ici, ils doivent déjà être en route pour le récupérer » intervint une troisième voix non sans inquiétude. « Soit on le ramasse et on s'en va, soit on s'en va, mais faut pas rester ici. » « Si c'était important pour eux, ils ne l'auraient pas laissé tomber ici » avança le premier individu, qui ne put s'empêcher de regarder lui aussi vers les montagnes. Cependant, ces paroles suscitèrent une interrogation en moi. Pourquoi étais-je en ce lieu ? « Je ne sais pas, ça me semble trop risqué » hasarda la deuxième, qui se releva pour s'éloigner de l'épave. « Ça vaut une fortune » protesta le premier interlocuteur. « Ah oui,
Comment on peut revendre des composants alors qu'on ne sait même pas ce que c'est? Tout ce qu'on arrivera à faire, c'est de se désigner comme cible quand les propriétaires viendront chercher leur matos. Je perçus un son, aigu et évoquant une énergie croissante. Le premier personnage leva son arme. On va pas le laisser là. Chargez-le dans la chenille. Le son montait. Il devenait suraigu. Je regardais le ciel, mais sans rien voir à travers la couverture nuageuse. Ne pouvait-il donc pas l'entendre? Tu me donnes pas d'ordre, Aberat, dit la deuxième interlocutrice, dont l'arme s'orientait insensiblement dans la direction du premier personnage. Pas question de... Hé, vous entendez? Intervint le troisième interlocuteur qui finit par regarder en l'air. Les 6 autres personnes qui avaient jusque-là attendu que leur chef prenne une décision l'imitèrent. Certains se saisirent de leurs armes. Les nuages s'ouvrirent pour céder le passage à un éclair doré. L'espace d'un instant, mes yeux comme mon cerveau eurent de la peine à appréhender ce que je vis. Puis cela m'apparut comme un véhicule volant aux ornements ostentatoires destiné à évoquer une opulence royale, et ce faisant, à détourner l'attention de la capacité destructrice à laquelle il pouvait avoir recours au besoin. Je relevai les nacelles qui abritaient des armes de fort calibre, démesurément plus puissantes que celles des récupérateurs en contrebas. Mais ce n'était pas elles qui retinrent mon attention. Cet honneur revenait au personnage revêtu d'or éclatant qui sauta de l'appareil en vol. Les pillards étaient stupéfaits. L'un ou l'une d'entre eux, sous l'empire d'une réaction primitive de son cerveau à une menace, pressa la détente de son arme et lâcha en l'air quelques tirs au jugé. Les autres restèrent figés. Leurs visages étaient masqués, mais leur posture trahissait la terreur irrésistible qui les paralysait. L'être doré toucha terre, tel un géant parmi eux, et je sentis la vague de puissance qui irradia de lui. Tous les pillards s'écroulèrent comme des marionnettes dont on aurait tranché net les fils. Le géant regarda dans ma direction et parla d'une voix que j'entendis autant dans mon esprit que par mon ouïe. « Viens, mon fils. » J'aurais pu résister, j'aurais pu refuser. Cela aurait nécessité toute ma volonté, mais j'aurais pu le faire. Or, je n'en avais pas l'intention, car je reconnus ce géant d'après mes souvenirs confus de jadis, et sa présence comblait en moi un vide que j'ignorais jusqu'à ce moment. Je me levai et marchai dans la poussière jusqu'à l'être doré. « J'ai cru que je vous avais tous perdus, » dit-il avec émerveillement. « Et te voilà, après tout ce temps, pratiquement sur mon seuil. Laisse-moi te regarder, » dit-il en s'agenouillant et en tendant une main vers moi. Je me prêtai à l'inspection. Je ne sais comment la décrire autrement. Il me tourna et retourna la tête, mais je devinai confusément que l'examen allait bien au-delà du simple aspect visuel. Une inquiétude monta en moi, celle d'avoir été dégradé d'une manière ou d'une autre, de ne plus être comme je le devais. « Est-ce que tout est comme il faut ?» demandai-je. Il y eut une hésitation, mais quand la voix répondit, ce fut avec la fermeté du roc. « Oui, c'est le cas. » J'aurais dû être rassuré, mais il n'en était rien. À y repenser, je sentais que tout n'allait pas comme il fallait. Il manquait quelque chose que je ne pouvais exprimer. Je n'étais pas complet. On m'avait pris quelque chose à un moment ou à un autre. « Dommage pour eux, » dit le géant étincelant à propos des pillards sans vie. « Mais il ne fallait pas qu'ils parlent de ce qu'ils ont vu ici, même si tu es resté inaperçu. Tu es désormais tout ce qu'il me reste. Personne ne doit apprendre ton existence. » « Mais qui suis-je » trouvai-je le courage de demander. « Et qui êtes-vous » ? « Je suis l'empereur, » répondit le géant d'un ton chaleureux. « Je suis ton père. Quant à toi, tu es mon fils. Sais-tu comment tu t'appelles » ? Je le fixai à travers sa radiance. « Je suis Alpharius. »